Peut-être par me présenter. Donc, Adel Beznine, je suis coach consultant en entrepreneuriat. Ravi d'être parmi vous au TGF de cette édition 2026, la troisième. Euh, Merci à la TUJ d'avoir organisé plein de panels intéressants depuis ce matin. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment engager la diaspora pour développer l'investissement, l'entrepreneuriat et les échanges d'expertise à l'ère de l'intelligence artificielle. Chaque mot dans le sujet nécessite un panel à part, mais heureusement, je suis entouré par des institutions, des personnes qui travaillent dans ces institutions qui connaissent un rayon sur ces sujets-là. Alors, je vais vous faire une confidence. Nous avons eu un panel avant le panel. On s'est réunis la semaine dernière, d'abord pour faire connaissance, ensuite pour nous organiser de manière à ce que les interventions soient la plus enrichissante et la plus concise. D'abord parce qu'on a un budget temps qu'on va essayer de respecter. Donc, tout le monde est briefé sur cet aspect-là. Et personnellement, le mot que j'ai retenu de ce panel avant le panel, c'est le mot lien. Alors, quand on a commencé à parler de la population en question, celle des Tunisiens résidant à l'étranger, de nos chers membres de la diaspora, la question de lien entre cette population et le pays d'accueil et aussi leur pays d'origine est venue sur la table. Mais si j'ai retenu le mot lien, ce n'est pas uniquement dans ce sens-là, mais dans le sens qui réunit les acteurs institutionnels agissant en Tunisie et qui sont représentés ici aujourd'hui à travers la GIZ, d'Expertise France, l'ONUDI, Suisse Contact, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Euh, c'est la coordination, le lien qu'il y a entre les différentes institutions qui a été révélé dans les échanges. Donc, je pense que sans plus tarder, je vais d'abord vous présenter les panélistes. Nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Bilal Yann Hagen, chef de projet IFSE à la GIZ. Merci d'être là. Madame Khlas Haddar, coordinatrice du programme Perspective chez Suisse Contact. Madame, merci beaucoup. Madame Yasmine Laribi, donc directrice à The Dots et chers collègues. Madame Kauthar Ghaliani, responsable de la diaspora chez Creative Tunisia 2.0 à l'UNIDI. Merci d'être avec nous. Et puis Madame Andrea Ortiz, chef de l'unité migration et développement à l'OIM Tunisie. Bienvenue. Donc, la TUJ a déjà travaillé sur la question de la diaspora depuis 2 ans à travers une étude qui a été publiée qui révèle pas mal de faits intéressants sur l'apport de la diaspora, pas uniquement dans l'économie, mais également dans l'économie de savoir. Donc, nous devions avoir avec nous Walid Hajamor. Malheureusement, il n'est pas là, mais les résultats de l'étude ils sont sur le site de la TUJ, donc vous pouvez vous référer à cela, faute de pouvoir vous présenter encore une fois les résultats de cette étude. Euh, mais au-delà de cette étude-là, il y a l'expérience réelle vécue par des personnes qui gèrent les programmes ici en Tunisie et qui le font d'une manière exceptionnelle. Donc, je vais commencer par vous, Bilal. La GIZ elle a plusieurs programmes en Tunisie en relation avec cette population de la diaspora. Comment est-ce que vous maintenez ces programmes et quelle est la cohérence entre ces différentes interventions, les différents programmes que la GIZ gère? Euh, oui, nous avons principalement quatre programmes, grands programmes qui travaillent dans ce domaine-là. Et de manière très pratique, nous avons une
une chef responsable qui s'occupe de toute la coordination d'une part. Ça, c'est la partie pratique. Et de manière, la partie plutôt organisationnelle, je veux dire, pardon, la partie organisationnelle. Une chef, on appelle ça de pool, de cluster. Et ensuite, maintenant, dans l'implémentation des programmes, nous regardons où est-ce que nous avons des synergies et des activités communes. Donc, par exemple, pour vous citer un point très, très concret, nous sommes tous, de manière directe ou indirecte dans ces programmes-là, engagés dans le DOT. Par exemple, d'ailleurs, avec Sarsen qui est assis ici, nous travaillons dans le dot lending. Donc ça, c'est une des grandes activités du projet que nous avons. Moi-même, je suis dans le projet IFSE, la promotion de l'inclusion financière en Tunisie, qui implémente le programme EdMEJ de l'Union européenne, où nous avons tout un volet d'engagement de la diaspora, où l'engagement, enfin, surtout de travailler sur le réseautage, donc les liens dont tu parlais tout à l'heure, est un des points fondamentaux. Et une des activités importantes, maintenant très concrètes, que que nous mettons actuellement en place, c'est de coordonner les activités avec le dot lending. C'est de manière très, très systématique. Je voudrais aussi juste compléter un petit peu euh, sur le point très important que une des approches que nous faisons, c'est de soutenir l'expertise, le transfert d'expertise, et que là, l'engagement, enfin le travail que fait Atuj avec la Watt et toutes les associations qui sont actives au sein de la Watt, ça c'est un des grands axes de travail dans le projet où nous faisons le travail. Donc ça, c'est par exemple notre projet qui le fait. Ça, c'est par rapport à ta question. Nous avons l'autre projet MEC, qui est un projet global dans plusieurs pays, où là, nous faisons le lien aussi avec la diaspora tunisienne pour travailler sur tout ce qui est ce réseautage, cet engagement et surtout ce que fait ATU, ce que fait la Watt, ce que fait par exemple en Allemagne l'attaque. Tunesische Akademische Gesellschaft, hein, c'est l'association des académiciens, des universitaires allemands, d'avoir régulièrement des échanges, de pouvoir mettre en valeur ces connaissances et puis de pouvoir voir quels sont les bénéfices au niveau de la Tunisie. Peut-être qu'en petit complément aussi, nous travaillons au sein de ce programme EdMedge avec plusieurs organisations. Donc ça, c'est au-delà maintenant de la GIAZ. Donc après, Kautar pourra aussi vous donner des compléments. Nous avons Creative Tunisia d'UNIDO. Nous avons la Fondation Tunisie aussi active au sein du programme EdMedge, où là aussi, nous veillons à avoir ces synergies pour travailler ensemble. Et nous-mêmes, ce que nous, on fait en tant que projet de la GIAZ, IFSE EdMedge, c'est surtout aussi de voir comment on peut développer le transfert de fonds, l'engagement de la diaspora à travers les transferts de fonds, l'utilisation de canaux formels et l'utilisation ici en Tunisie de la finance digitale. Donc, Suisse Contact, programme Perspective. Comment est-ce que vous travaillez sur l'engagement justement de la diaspora? Merci Adel. Donc, rapidement, le programme Perspective, c'est un programme tuniso-suisse qui est financé par la coopération suisse, mis en œuvre par Suisse Contact et notre partenaire institutionnel, c'est le ministère de l'Emploi. Donc, nous, comme les autres projets, on travaille sur l'engagement et la mobilisation de la diaspora à travers généralement donc, des projets qui sont implémentés en Tunisie. Mais nous, on focalise aussi sur un volet qui constitue aussi une contribution très précieuse de la diaspora, à savoir le transfert de savoir-faire, le transfert des compétences, le transfert des expertises des membres de la diaspora vers la Tunisie constitue vraiment une contribution très importante dans le développement économique. Parce qu'à travers ce transfert de savoir-faire, il y a un partage avec les acteurs locaux. Les acteurs locaux pouvaient être des universités, le secteur privé, même des ONG. Et à travers ce partage, cette partie bénéficiaire devient vraiment un acteur du changement dans son écosystème. Et c'est à travers ce partage qu'il y a vraiment de l'innovation qui va s'ajouter. Donc voilà, nous, notre approche, c'est une approche vraiment du bottom-up. Donc nous, on identifie le besoin à travers
notre réseau, que ce soit les partenaires académiques ou bien les fédérations sectorielles. Et après l'identification de besoins, on fait appel à nos relais, qui sont les associations de la diaspora. Nous, on a un partenariat avec la TUJ, avec la TAIB, avec la TEG, avec presque la majorité des associations de la diaspora. Et c'est à travers eux qu'on fait l'identification de ces experts qui vont venir partager leur expérience et leur expertise. On a eu un webinaire qu'on a organisé avec des experts, des membres de la TAI sur l'innovation qui a été organisé en mars dernier. Et on a invité les étudiants. C'était vraiment une dynamique entre l'expérience à l'international de ces experts internationaux. Là, on avait M. Ahmed Zitouni et M. Khaled Koubra. Et c'était vraiment cette dynamique entre l'expérience et entre l'énergie de ces jeunes étudiants qui avaient des questions à poser sur l'innovation, sur l'IA. Donc voilà, nous, on est en train aussi de structurer cette méthodologie de transfert de savoir-faire. Et peut-être que je partagerai après avec vous les prochaines étapes par rapport à ça. D'accord. Juste une question de dimensionnement du programme, durée, nombre de bénéficiaires, enveloppe globale. L'enveloppe globale, c'est 4 millions de francs suisses. Et normalement, le projet devrait prendre fin en septembre, ce septembre. Mais on vient d'avoir, on a le bailleur présent avec nous. Je peux partager ça aussi. Donc, on va avoir une extension jusqu'à 2028, décembre 2028. Nombre de bénéficiaires, on a 3 cohortes, 30 projets impactants, les projets impactants des membres de la diaspora. Sinon, on a d'autres bénéficiaires sous d'autres axes. On travaille beaucoup pour les jeunes parce qu'on a un axe de renforcement de capacité des jeunes sur le marché de l'emploi suisse. Donc, nous, parce que perspective, l'objectif général, c'est de valoriser les différentes formes de mobilité pour le développement économique. Merci. Yasmine, le DOT, c'est le entrepreneurial en Tunisie. Je pense que la plupart des personnes qui sont dans le panel sont également des partenaires dans le DOT. Quels sont les programmes destinés à la diaspora? Je pense que ce matin, on a eu l'annonce de Mme Neji Arabi sur DOT Landing qui est en expansion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur Merci pour la question. Alors, donc Dotlanding, effectivement, c'est un programme qui va être lancé. Demain, les entrepreneurs pourront justement soumissionner leur candidature. C'est un programme qui n'est pas à sa première édition, puisqu'il a déjà démarré quelques années plus tôt. Donc là, c'est un peu une remise à niveau du programme qui vient aussi de constats réels qui viennent du terrain par rapport au rôle de la diaspora aujourd'hui en Tunisie. Donc, c'est un programme d'accompagnement dédié aux entrepreneurs de la diaspora. C'est un programme qui va durer sur une période de 6 mois. Et l'objectif pour nous, tu l'as souligné très bien tout à l'heure lors de l'introduction aussi à Adel, c'est l'aspect lien qu'on vise beaucoup à créer à travers ce programme. Comme je le disais, c'est un programme qui a déjà été, qui a vu le jour il y a quelques années de cela. Donc, ce sont 35 entrepreneurs qui ont été accompagnés. À côté de ce programme, il y a eu également d'autres initiatives qui ont été développées, notamment en partenariat avec la GIZ, dans le programme Tech 216. En 80%, on a vu qu'il y a vraiment des entrepreneurs de la diaspora qui veulent contribuer. Il y a une véritable envie de contribuer. Donc 80% de ces entrepreneurs-là font partie de la diaspora pour ce genre de programme. Dotlanding, donc dans ces 2 premières éditions, ce sont plus de 35 entrepreneurs qui ont fait partie de ces programmes. Et donc là, le constat qui a été fait, c'était aussi de se dire que ces entrepreneurs-là n'ont pas simplement besoin qu'on les accueille d'un accueil chaleureux, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés. Ils ont besoin d'une infrastructure d'accompagnement, mais aussi d'une infrastructure communautaire. Et c'est là que l'aspect lien vient, et c'est quelque chose sur lequel une brique, en tout cas une des briques que l'on essaie de développer à travers ce programme. Donc oui, vous avez un accompagnement de 6 mois. À côté de cet accompagnement, on essaye aussi de créer vraiment une dynamique communautaire, et c'est le système de cohorte. C'est un peu la nouveauté de ce programme, c'est que désormais, il fonctionne par cohorte. Et donc, c'est à travers ces cohortes-là qu'on essaie vraiment de créer du lien entre les entrepreneurs de la diaspora, mais entre les entrepreneurs qui sont présents actuellement en Tunisie. Et The Dot, c'est une infrastructure aussi qui est là pour faciliter un peu ce cross-partage de liens.
Donc, comme je le disais, 6 mois d'accompagnement, donc 4 mois d'accompagnement intensif, puis 2 mois post-accompagnement, où là, on est vraiment sur du personnalisé, sur du one-to-one, et puis un coach en résidence qui va accompagner ces entrepreneurs d'une manière individuelle, qui va vraiment être un peu leur point d'ancrage en Tunisie, d'ancrage qui est aussi un point très important pour ces entrepreneurs-là. Donc voilà, un appel aussi peut-être aux entrepreneurs de la diaspora, qui sont peut-être dans cette salle. On vous invite aussi à voilà, vérifier les conditions d'éligibilité. Je ne l'ai pas dit aussi, mais ce programme vise des entrepreneurs qui sont matures, qui sont aussi à un stade qui a dépassé le stade d'idée, un stade MVP. Et donc, tout secteur confondu avec une priorisation pour les secteurs innovants. Donc, IA, Green Tech, etc. Donc voilà, un appel peut-être s'il y a parmi nous des entrepreneurs de la diaspora. Donc à partir de demain, vous pourriez candidater au Dotland. Super. Ou un relais. On peut également relayer l'appel à candidature. Donc, à partir de demain, il y aura la Exactement, possibilité de absolument. soumettre sa candidature. C'est le point focal également pour ces personnes qui font un travail extraordinaire, notamment sur les dernières cohortes également. Là aussi, etc. Andrea, je sais qu'il y a sur la question d'investissement et surtout sur les questions relatives avec les régions, sur la territorialité de l'espoir. Un mot sur. Oui, absolument. Bon, avant de commencer, juste remercier tout le monde. Moi, je suis mexicaine, donc mon français est un peu comme ci, comme ça. Mais je peux parler aussi comme diaspora, parce que j'étais diaspora du Mexique pour plusieurs années aussi. Bon, l'OIM, on est l'Organisation internationale pour les migrations. On est une agence des Nations Unies. La migration est au centre de tout notre travail. Donc, la diaspora, c'est naturellement au centre de notre travail et tous nos engagements. Donc, on ne fait pas juste un projet dédié à ça, mais on travaille avec la diaspora dans tous les côtés, aussi comme il a mentionné, la circularité de mobilité. Mais ce que je crois c'est très intéressant de le travail de l'OIM, qui est comparable et complémentaire au projet des autres, c'est la territorialisation et le travail qu'on fait dans les régions de la Tunisie. Parce qu'en fait, on a réussi de faire un lien comme les autres projets, mais pas juste un lien entre les Tunisiens résidant à l'étranger et une entreprise ou un start-up ou quelqu'un qui veut faire un start-up ici. On a fait un lien avec un écosystème local aussi. Donc, on a juste clôturé le projet phare de l'OIM qui s'appelle HTBIC. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, beaucoup, oui. On est toujours dans le radio tunisien grâce à nos collègues. Mais dans ce projet HTBIC, on a réussi d'avoir des Tunisiens résidents à l'étranger, investir plus de 750 000 euros d'investissement pour créer plus de 67 entreprises. Et toutes les entreprises étaient dans le territoire tunisien. Donc, pas à Tunis nécessairement, pas à Sfax, pas à Sus, mais directement dans les régions les zones de développement. Donc, plus de 14 gouvernorats représentés et les entreprises, plus de 14 types de secteurs. Donc, on est un peu secteur agnostique parce que notre approche était vraiment de trouver des entrepreneurs dans les régions marginalisées qui n'ont pas le même écosystème qu'on a à Tunis, à Sfax, Sus, etc. Et les aider et les accompagner, comme Yasmine a mentionné, les accompagner pour plus d'1 an pour vraiment donner cet accompagnement et faire un impact dans une localité où on ne voit pas ça toujours. Non? Et c'était très motivant pour moi parce que j'ai eu l'opportunité d'aller avec nos partenaires institutionnels qui sont clés pour tout ce travail qu'on a fait. Et on est allé avoir une entrepreneuse de Medellín qui avait jamais travaillé pour elle-même. Elle faisait quelque chose d'informel, mais elle avait une idée. Elle a commencé à créer son idée et avec HTBIC, elle a réussi à avoir une entreprise dans le secteur textile et elle a plus de 60 employés et la majorité des femmes. Et c'est à Medellín. Non, c'est pas, on ne sort pas. Donc, je sais, j'ai fait un petit tour de la salle là-bas. Je sais qu'il y a des startups très, très importants,
c'est des choses de venture capital et tout ça. On ne fait pas ça à l'OIM. Mais je crois que c'est toujours important de parler sur cet impact régional, territorial, avec des communautés qu'on ne parle pas toujours comme entrepreneurs ou comme des opportunités d'investissement. Et je sais que je dois finaliser, mais juste pour complémenter aussi, je crois que c'est important quand on parle de l'investissement des Tunisiens ici dans l'étranger vers les entreprises, les startups et tout ça en Tunisie. C'est important de comprendre aussi les Tunisiens résidant à l'étranger et son profilage, ses aspirations. Moi, je suis 1,5 génération mexicaine à l'étranger. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas de donner mon argent pour faire une entreprise à Mexico City, sincèrement. Pour moi, Mexico City, c'est une ville qui a beaucoup déjà d'investissements. Il y a des autres investisseurs qui veulent investir à Mexico City, heureusement, alhamdoulilah. Mais la communauté, Avec la boîte, nous, notre rôle, c'est de la facilitation. Donc, on n'est pas partie prenante dans la vision de la plateforme. La vision, elle est vraiment, c'est le buy-in, c'est le comité de la boîte, ce sont les organisations de la diaspora. Voilà, vous intervenez également sur le volet gouvernance de la boîte. Non, pas nécessairement. C'est essentiellement la plateforme pour le moment. Peut-être qu'après l'activité qui sera menée par nos chers collègues de la GIZ sur le volet benchmarking, certainement, il va y avoir des recommandations qui seront donc adoptées par la WAT et certainement, il va y avoir la partie gouvernance. Mais nous, de notre côté, c'est essentiellement de la facilitation. Donc, on attend toujours les propositions de la part de la WAT. Mais pour le moment, notre rôle, c'est essentiellement à la plateforme. Très bien. Merci beaucoup. Quand tu as anticipé un peu sur ma deuxième question qui était autour justement des obstacles. Dans le panel qui a précédé dans cette salle, il y avait Zain Al-Masoud de Meet Africa. J'ai lu leur dernier rapport avec un petit classement sur les différentes difficultés que trouvent justement les membres de la diaspora en question avec l'investissement, l'entrepreneuriat et l'échange d'expertise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à travers l'échantillon justement que vous avez eu à accueillir en Tunisie? Oui, donc nous, les entreprises qu'on accompagne et qui ont cette volonté de contribuer et de promouvoir le produit tunisien, la plupart d'entre elles, c'est des entreprises qui ont été fondées par des Tunisiens de deuxième génération qui viennent en Tunisie pour passer leurs vacances ici. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en termes de procédure ou d'administration. C'est des Tunisiens qui, peut-être dans leur pays ou dans leur région, dans leur ville, ils connaissent des artisans. Mais très vite, quand ils vont commencer au mode business pour vendre des produits artisanaux, ben, ils se rendent compte que les produits ne répondent pas vraiment en termes de qualité aux produits attendus dans les marchés internationaux. Donc, ça crée de la frustration. Il y a aussi la frustration par rapport à, comme ce que je disais tout à l'heure, à la mécompréhension de l'écosystème tunisien, dans le sens où les procédures, ils ne savent pas à qui s'adresser directement, les interlocuteurs, trouver la bonne information. Et puis, ils ont besoin, en fait, un peu d'avoir un peu plus confiance en fait au système national en Tunisie. Aujourd'hui, la diaspora, ces entreprises, elles ont besoin d'être rassurées, de comprendre mieux. Donc, le projet accompagne ces entreprises de diaspora à se connecter avec des entreprises artisanales tunisiennes qui peuvent respecter les délais de production, qui peuvent adopter leurs produits aux exigences des marchés internationaux. Ce sont généralement des entreprises aussi qui ont fait partie du projet Créatif Tunis, des entreprises elles-mêmes bénéficiaires ici. Et à côté de ça, on essaie de les mettre aussi en réseau avec des experts. Et puis, on a nos centres, les hubs présents dans les civils en Tunisie. Et c'est un peu des espaces où ils peuvent comprendre un peu ce qui se passe dans le secteur de l'artisanat, rencontrer des artisans et des designers avec lesquels ils peuvent travailler
plus tard. Et donc, à côté de cet accompagnement technique, il y a un appui financier à hauteur de 15 000 euros qui peut en fait permettre à ces entreprises de développer leurs activités. C'est une enveloppe qui permet de tester des nouveaux produits en, non, alors en prestation. Donc, c'est une somme qui peut leur permettre de tester des nouveaux produits, comme j'ai dit, donc de diversifier leur offre pour développer des collections et tout. Aussi, une somme qui peut servir à tester des nouveaux marchés à travers des participations à des foires internationales. Une somme d'argent qui peut aussi augmenter leur visibilité et renforcer leur plateforme de commercialisation. Donc, je ne peux pas parler de cet accompagnement sans aussi mentionner que Creative Tunisia lance un appel à projet, cette fois pour la sélection de 10 entreprises qui commercialisent les produits artisanaux tunisiens dans leur pays de résidence. Donc, ces entreprises vont pouvoir bénéficier de l'appui de Creative Tunisia technique et financier à hauteur de 15 000 euros. La date de soumission est le 25 août à minuit. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par cet appel, vous pouvez visiter notre site creativetunisia.tn ou nos réseaux sociaux pour les porteurs de projets, ceux qui n'ont pas, en fait, parce que les critères d'éligibilité pour justement participer à cet appel sont très simples, hein. Il suffit d'être tunisien résident à l'étranger et d'avoir une entreprise dans le pays de résidence. Pour ceux qui n'ont pas encore cette entreprise, mais qui ont ce projet de commercialisation des produits artisanaux, bien sûr, Creative Tunisia est à votre disposition pour un appui technique. Vous avez des indicateurs genre On a 80% de ces entreprises, c'est des femmes. Ouais. Yasmine, quand on évoque le Dutch, ben, le mot qui est associé, c'est start-up. C'est une communauté quand même assez spécifique par rapport au tissu économique tunisien qui n'a pas de passerelle, c'est 90% fait de très petites et moyennes entreprises. Mais quand on cite également le Dutch, on a le mot plateforme que l'on met en place parce que ce n'est pas uniquement les locaux, mais c'est le réseau, c'est la communauté, c'est l'expertise, etc. Et donc, ce programme de landing qui aujourd'hui fait son lancement, qu'est-ce qu'il offre concrètement à cette autre, je dirais, population qui n'est pas forcément start-up, mais ça peut être tout projet à impact. Et même question sur la question du genre. Est-ce que vous avez des KPI genre sur Dotlanting? Alors, effectivement, donc, pour revenir à l'aspect startup, donc, à travers Dotlanding, je l'ai dit tout à l'heure et je rejoins Kauthal sur un point qu'elle a souligné, c'est aujourd'hui le frein informationnel qui existe. Et à travers le Dot, oui, c'est une plateforme qui connecte, mais c'est aussi une plateforme qui permet d'accéder avant toute chose à l'information pour ces entrepreneurs de la diaspora. Je pense, je pense que le terrain parle, parce que depuis tout à l'heure, on donne des chiffres qui montrent qu'il y a une véritable envie de contribuer de la part de la diaspora tunisienne. Donc maintenant, à mon sens, il faut créer ce lien de confiance avec ces entrepreneurs-là. Et il faut voilà, les rassurer et je pense que leur donner accès à cette information, donc c'est l'une des briques les plus importantes de ce programme aujourd'hui, parce qu'avant d'attaquer la phase d'accompagnement, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de démystifier, on essaie de vulgariser. Et donc ça se fait par le biais de webinaires, par le biais de sessions à ces entrepreneurs-là. Et donc là, c'est vraiment la première brique qu'on essaie de poser, c'est d'abord de finalement venir OK, il y a des obstacles. Encore une fois, tout à l'heure, on en a parlé, des obstacles d'ordre fiscal, bancaire, administratif. Mais à mon sens, le plus gros frein aujourd'hui, c'est l'accès à l'information parce que finalement, ces entrepreneurs-là, pour moi, ce ne sont pas les obstacles en tant que tels, mais que ces entrepreneurs-là ne savent pas d'où viennent exactement ces obstacles. Et donc,
la première brique, c'est de démystifier, de vulgariser et de dire, bah, voici ce qui existe et voici la première phase. Donc là, c'est pour moi une première composante déjà que l'on offre à ces startups ou à ces autres entrepreneurs. La deuxième brique, et tu l'as dit, donc c'est l'accompagnement en tant que tel. Et enfin, la plateforme qui sert de point d'ancrage pour cette communauté. Et donc là, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est de créer vraiment ce lien communautaire et cette communauté qui va perdurer, qui va aller au-delà. Et donc, il va créer vraiment ce lien d'ancrage et ce postage. Maintenant, effectivement, l'aspect genre reste primordial. De tête, je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, la composante genre est très importante pour nous. Peut-être que tu as le chiffre et tu pourrais aussi le partager avec... 50-50. Voilà, 50-50. Donc, on vise effectivement voilà, une équité en termes de genre. Et voilà un petit peu pour le cadre global. Merci beaucoup. Andrea, quand on parle d'obstacles, je pense que vous êtes un peu la main dans la pâte, puisque vous essayez d'aider les membres de la diaspora dans les territorialités, dans les régions, là où l'impact est important et se ressent. Mais est-ce que, en dehors du Mexique, vous auriez d'autres exemples, peut-être pas pour la comparaison, mais pour que nous puissions un peu estimer les efforts qui sont faits à l'international. La Tunisie, où est-ce qu'elle en est par rapport à cette difficulté justement institutionnelle de démarrer des projets dans les régions? Non, merci. En fait, oui, c'est toujours un obstacle, cet lien d'information, de lien avec les institutions. Et je vais parler juste un petit peu sur les institutions parce que, comme l'EIM, on a une expertise globale sur l'engagement des diasporas. Et c'est toujours un problème de démystification, mais aussi simplification, canalisation, un seul canal. Donc, on voit des expériences comme l'Inde, comme le Mexique, comme la France même, qui ont une seule guichet unique pour les investisseurs, une seule guichet unique pour les personnes à l'étranger qui ont besoin d'aide dans différents services. La Tunisie ne manque pas des informations. Les informations, ils sont là. La NETI a les informations, la TFP, le MEP, il y a plusieurs types d'informations qui existent, FIPA, TIA, APIA, API. C'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'opportunités, beaucoup de travail technique et beaucoup de travail important de notre partenaire institutionnel qui ont essayé de faire des changements de loi, d'améliorer et faciliter l'investissement. Mais c'est dans plusieurs canaux. Donc, on voit dans le cadre de projet HTB, qui, j'ai manqué à dire, c'était financé et appuyé par la coopération italienne, on a fait un plan de communication. On a fait des consultations avec toutes les institutions parties prenantes dans l'engagement de diaspora et on a trouvé qu'en fait, c'est ça. L'information est là, mais la démystification et l'approchement des Tunisiens résidant à l'étranger investisseurs ou les entrepreneurs même aux institutions, c'est ça qui manque parce qu'il n'y a pas un canal direct. Et je sais que le MEP, particulièrement, plusieurs partenaires, ils sont en train de travailler sur ça et c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui va passer de côté institutionnel en Tunisie parce qu'il y a beaucoup de choses très riches. Mais comme OIM, ce qu'on a fait avec nos partenaires institutionnels, ce qu'on a fait des sessions d'information. Simplement. Sessions d'information sur la page HTB, sur YouTube, sur Facebook, et on a commencé à faire le lien entre les institutions et les Tunisiens résidant à l'étranger sur les différentes thématiques qu'ils voulaient savoir. Donc, c'est quelque chose de très démocratique. Tu ouvres une plateforme pour toutes les Tunisiens résidents à l'étranger. On a réussi, si je ne me trompe pas, de mobiliser plus de 1100 participants de Tunisiens résidents à l'étranger de 23 pays de résidence, donc pas juste la France ou l'Italie ou l'Allemagne, mais 23, pour faire les questions. Et donc, on a juste fait des différents webinaires, par exemple avec la NETI, avec les projets d'entreprendre. Et on a ouvert l'espace.
Mais c'était, nous, comme OIM, on faisait juste la facilitation. Au dernier moment, c'est juste les institutions et les Tunisiens résidents à l'étranger qui étaient en train de se communiquer, juste à travers une plateforme qui était facilitée par l'OIM. Et quelquefois, on commence à penser des choses très complexes pour changer les obstacles, pour penser des solutions très avec l'IA et tout. Et je suis partante de l'IA, mais quelquefois, c'est juste quelque chose assez simple comme connecter, comme Yasmine a dit aussi. Et bon, j'arrête juste pour dire que on aura plus de sessions d'information en septembre et dans la deuxième partie de l'année. Mais ce qui est très important pour nous comme l'OIM, c'est de voir qu'on a 400 personnes registrées dans notre base de données de Tunisiens résidant à l'étranger, mais c'est ouvert. Et c'est des sessions d'information qui sont vraiment sur les besoins de Tunisiens résidant à l'étranger. Donc, on va faire une enquête en septembre-octobre pour comprendre les autres thématiques. Et pourquoi les connexions, pourquoi la démystification, c'est la chose très importante, c'est parce qu'il y a toujours, et on a fait beaucoup, tous ensemble, partenaires institutionnels, Tunisiens résidents à l'étranger et tout, d'améliorer, mais il y a toujours un manque de confiance. Et ça, c'est normal. Au Mexique, je le sens aussi, non? Il y a des changements, je ne sais pas, il y a une nouvelle loi, comment est-ce que ça va passer? Est-ce que je peux faire confiance avec mon argent sur ça? Et la plupart du temps, c'est juste cet approchement entre les institutions et les Tunisiens résidents à l'étranger pour dire oui, on va vous accompagner. Il y a, par exemple, une déléguée régionale de l'ANETI, de l'OTE qui sont là avec vous, avec votre entrepreneur, qui peut vous donner des conseils, qui peut expliquer les avantages ou pas que vous avez comme Tunisien résident à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on commence à créer cette plus de confiance. Donc, je ne sais pas si j'ai... Non, mais tu mets les projecteurs à juste titre sur le rôle que jouent les différentes agences en tant que tiers de confiance entre les membres de la diaspora, les Tunisiens résidant à l'étranger, et ce qui se passe dans leur pays d'origine. Bilal, il y a de l'appui financier, mais également de l'expertise, de l'appui technique de la part de la GIZ. Comment ça se passe entre les différents programmes? Est-ce que c'est un réseau d'experts qui est mobilisé ou bien c'est un guichet selon la sollicitation et selon le projet entre EDMEJ, The Dot, Dotlantic et les différentes autres programmes? C'est bon, merci, ça va. Oui. Alors, au niveau nous, de notre programme, enfin, du projet, à travers le programme, des activités du projet IFSE EDMEJ et l'activité de programme, nous regardons plutôt pour identifier les acteurs clés. Bon, surtout quand on parle maintenant de ce sujet d'engagement de la diaspora et de l'investissement de la diaspora, etc., et amener de l'expertise. Donc, à ce niveau-là, on a surtout, comme je le mentionnais tout à l'heure, et comme ça a été parlé, la coordination du travail au niveau du DOT et du DOT Lending, où là, de manière concrète, nous avons actuellement un grant agreement, un contrat de financement pour un autre niveau du projet, en complément aux autres activités, hein, donc, qui a été mentionné par le Dot Lending, d'autres activités du projet Digital Transformation, de soutenir 8 à 9 entreprises de la diaspora tunisienne créées en Tunisie, au niveau d'experts, où là, le DOT et le Dot Lending vont mettent, disons, une panoplie d'experts à disposition de ces personnes. Donc, ça peut par exemple de l'expertise d'abord juridique, hein, c'est un aspect juridique est très très importante, et d'autres experts. Donc, ça, c'est un des réseaux. Et l'autre travail très très important que nous faisons, c'est avec donc le soutien et les échanges avec les associations. Donc là, nous avons d'une part le réseau, le projet MEC, et ce que nous faisons,
d'être beaucoup en échange avec les différentes associations, des associations d'universitaires, hein, de Tunisiens, et avec le soutien maintenant concret du TGF ici. À un niveau plus macro, de plus longue durée, disons, ça c'est maintenant bien au-delà seulement du soutien à la diaspora. Notre partenaire très important, c'est la Banque centrale et l'Observatoire de l'inclusion financière. Donc, nous travaillons pour le développement de la finance digitale. Et là, bien sûr, on ne peut pas vraiment... Enfin, pour vraiment avoir de l'impact, on ne dissocie pas seulement d'un côté, juste les transferts de fonds et le canal des transferts de fonds à travers la finance digitale, mais on adresse tout ce qui est paiement. Et là, nous faisons aussi toute une disposition, une disposition d'expertise auprès de la Banque centrale, de sensibilisation auprès de la Banque centrale et de sensibilisation de l'écosystème. Ça, c'est un grand travail que nous faisons avec le projet IFSE et EdMedge. Et là, par exemple, en lien avec l'IA, pour mentionner ce point, nous avons mis en place avec l'Observatoire de l'inclusion financière des rendez-vous de la finance digitale inclusive. Et le premier thème, c'était l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose du futur, bien sûr, pour le domaine, en tous les cas, des paiements. Et certainement quelque chose qui a beaucoup de potentialité et avec tous les défis, etc., qui ont été parlés d'ici et qui doit être adressé à moyen et long terme, en tout cas en ce qui concerne les paiements, puisque là, il y a toujours le lien aussi avec le thème de la régulation. Hein, la Banque centrale travaille de risk-based approach, donc ils sont toujours très sensibles dès qu'il y a des risques qui se présentent au niveau de la regulation et la supervision. Et nous regardons d'induire donc au niveau de tout l'écosystème aussi la manette de l'innovation. Donc là, par exemple, nous allons aussi nous soutenons le BCT Lab, où il y aura la prochaine cohorte il y a eu une première cohorte de la sandbox, voilà, régulée, la sandbox réglementaire. On aura, Inch'Allah, la deuxième cohorte qu'on verra d'ici la fin de l'année, où nous aurons aussi deux entreprises en lien avec la diaspora et probablement les transferts de fonds. Il y a un rapport qui a été fait sur la première sandbox? Il y a un rapport, je ne sais pas s'il est public. D'accord. Oui. Rapport Banque mondiale, je pense, et aussi, je pense que l'OCDE a aussi écrit quelque chose. La première sandbox, c'est quoi? 5 entreprises? Oui, le 4. Et pour la deuxième? Ça serait aussi un nombre similaire. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut ouvrir les questions dans la salle. Merci pour toutes vos contributions. On a 5 minutes à peu près s'il y a une question dans la salle. Yes. Attends, je te donne. Merci. Céline Kouili, expert comptable et directeur chez Deloitte Tunisie. En fait, la diaspora tunisienne en 2025 a fait un ensemble de transferts vers la Tunisie et c'est 2,8 milliards de dollars. Pardon. Et la part d'investissement direct dans le capitaux des entreprises est vraiment faible par rapport à ça. Donc ma question, c'est par rapport à ça. Pourquoi? Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Et éventuellement, si vous avez une explication, quelles sont les solutions pour que ce taux augmente dans le futur? Voilà. Notamment dans la bourse, tu vas des chiffres. Je dois vérifier mes chiffres. Et apparemment, alors, la majorité des transferts des Tunisiens n'est pas en prise de part de capitaux, en quelque sorte, dans les entreprises tunisiennes. C'est la part de contribution dans le capital, elle est très faible. Merci beaucoup pour la question. Je confirme. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite dernièrement par le CEA sur la diaspora aussi. Et cette étude, elle a été utilisée par le ministère de l'Économie pour la préparation des principales orientations du plan de développement. Et si je me rappelle très bien, c'était pendant le panel du TIF, ils ont dit, le représentant du ministère de l'Économie, il a dit que presque 2% des transferts est dédié pour l'investissement, qui est un chiffre qui n'est pas
Elle n'est pas... Actuellement, elle est favorable depuis un certain nombre de mois, donc je pense qu'il faut également inclure, ce n'est pas uniquement les transferts directs dans les capitaux des entreprises tunisiennes, mais c'est à travers la bourse. À travers la bourse. C'est ce qu'il faut Oui. réfléchir. En tout cas, c'est la question que je me pose actuellement à travers ces liens. Mais à mon avis, je pense que, comme l'a très bien expliqué Andrea, il y a un manque énorme d'informations. Malgré l'effort considérable de tous les acteurs de l'écosystème pour fournir l'information, ils ont toutes les plateformes nécessaires et ils ont essayé vraiment de simplifier les réglementations. Mais à mon avis, et d'après notre expérience aussi avec les membres de la diaspora, il y a un manque d'informations. Il y a vraiment parfois même une confusion auprès des membres de la diaspora. Donc, ils ne savent pas à qui s'adresser. Est-ce que c'est à l'API, l'APIA, FIPA, TIA? Donc, peut-être qu'il y a un effort à faire par rapport à ça pour simplifier et, comme l'a très bien dit aussi, démystifier cette information. Il y a après aussi, s'ajoute à ça, il y a vraiment les membres de la diaspora, ils ont besoin d'avoir un message clair. Lorsqu'on leur donne un message clair, on peut avoir vraiment des miracles avec eux. Donc, ça, c'est à travers notre expérience qu'on a eu avec eux. À chaque fois qu'on les sollicite avec un message clair, on a directement un retour rapide, efficace, result-oriented, tout ce que vous voulez. Donc, à mon avis, on doit vraiment les solliciter avec un message clair. Voilà. Oui, qui sont très, très intéressantes. Donc, je vais vous donner peut-être comme dans une discussion, un échange, quelques réponses. Ce n'est pas un truc préparé. C'est aussi des choses qu'on avait un peu échangées aussi la semaine dernière. Peut-être il y a des points, il y a des points de défis que, par exemple, nos projets, on n'adresse pas tous. Et au niveau, disons, vraiment du cadre général, certainement, il y a un aspect de rendre l'investissement plus attractif de la diaspora et de l'investissement d'ailleurs étranger en général. Là, certainement beaucoup d'entre vous le savent aussi. Un des problèmes aussi, c'est tout ce qui est le coût de change. Donc là, on travaille vraiment avec quelque chose de long, de très, 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 très long terme, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont mis en place de nouveau une réforme qu'on attend depuis maintenant depuis plus de 2 ans. Personnellement, je ne pense pas que nous, que nous projet jusqu'à 2028, qu'on le verra avant 2028. C'est comme aussi un autre domaine sur la loi contre l'exclusion financière aussi qu'on attend depuis longtemps. Malheureusement, ça va prendre encore du temps. Donc là, ça, c'est une chose où, bien sûr, on doit tous sensibiliser là où ça peut se faire. Mais c'est certainement quelque chose qui peut être au-delà de notre projet, le projet respectif ou le projet que nous avons et le programme avec l'Union européenne. Un autre point, c'est certainement l'information. Je pense que ce qui existe, ça c'est très très important. Ça, c'est certainement aussi vraiment la grande force aussi des événements tels que Atuge et tous les événements de l'été. Par exemple, ce que nous faisons aussi, c'est de travailler avec l'Office des Tunisiens de l'étranger et aussi l'Observatoire de l'inclusion financière. Et maintenant, à partir de maintenant, avec Atuge, etc., avec tous les événements de l'Office des Tunisiens de l'étranger, pendant cette saison estivale, et après on va le planifier aussi pour la prochaine saison de Ramadan, de sensibiliser sur les différents thèmes, dont aussi l'investissement. Et maintenant, pour un autre point qui est en démarrage actuellement, que nous on observe au niveau concret du projet, de voir si on peut un peu travailler. Donc parfois, c'est des petits pas aussi qui font avancer. C'est le crowdfunding, où maintenant la première boîte de crowdfunding de dons a été accréditée en début d'année par l'autorité contre la microfinance. Donc c'est aussi en lien avec l'API. Et là, certainement, ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant, en tous les cas, pour tout ce qui est la micro-entreprise, les artisans, etc. Donc, non seulement, bien sûr, la population tunisienne, parce que ça, moi, je ne connaissais pas encore le thème. J'ai pu, au début d'année, travailler, échanger là-dessus, quand ils ont présenté avec API, l'ACM, les résultats. Et quand on pense que 1000 personnes vont, par exemple, donner juste 10 dinars, ça fait déjà aussi un montant. Et au niveau de la diaspora, bien sûr, il y a énormément de capacité à ce niveau-là. Et ça pourrait être un instrument très, très intéressant aussi pour, entre autres, pour faire de l'investissement. Ouais.
Très bien. Je pense qu'on est dans les temps par rapport à notre panel. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les efforts faits par l'OIM, par la GIZ, par l'ONUDI, de DOT, Suisse Contact. Je vous invite également à regarder sur les sites web institutionnels à propos des programmes. 2 appels à candidature, celui de Dot Landing qui sera lancé demain, et puis c'est sur le site de Create Tunisia, c'est ça? Dans leur pays de résidence, hein. Donc, je le répète parce qu'on me l'a fait, on m'a posé la question plusieurs fois. Pas de souci. Merci beaucoup, le message est passé. Je vous remercie pour votre attention et voilà.